Le président français, dès 2007, il l'a mis en application en 2008, voulait mettre en place l'union de la Méditerranée. Et revenir sur le processus de Barcelone, qui est un processus euro-méditerranéen. C'est-à-dire, faire une union, on ne retrouve que les pays de la Méditerranée, et non plus les pays de la Méditerranée, les pays européens. Et à mon avis, l'objectif du président français était double, c'est un point de vue personnel. Le premier objectif, c'est de faire jouer à la France un rôle important, parce que dans un processus méditerranéen, dans une association méditerranéenne, dans une union méditerranéenne, la France serait le pays le plus important économiquement, et dans l'union pour la Méditerranée, elle se retrouve à côté d'autres grands pays moins concernés par la Méditerranée, comme l'Allemagne. Et effectivement, c'est l'Allemagne et un certain nombre de pays qui sont opposés. Et nous sommes, le président français, sous la pression, après une discussion, est revenu. Je vous en parle parce que c'est important pour la compréhension des rapports. Parce que les rapports ne sont pas entre le Nord et le Sud, et parfois au sein du Nord, au sein du Sud, etc. Et donc on est revenu à l'Union pour la Méditerranée, les Allemands et les quelques autres pays, arguant du fait que si on créait cet espace méditerranéen des excluants, même s'ils ne sont pas méditerranéens, eux-mêmes pourraient faire la même chose à l'est du pays. D'autres exemples, le Grand Moyen-Orient proposé par les USA, qui a avorté pratiquement dès sa création. Maintenant, à côté de ça, nous avons un certain nombre d'organisations, qui sont la Ligue arabe, le regroupement des pays arabes, le Grand Maghreb arabe, qui pratiquement ne fonctionne pas, l'OCI, qui est l'organisation de la conférence islamique. Tous ces cadres permettent des débats, mais très souvent n'ont pas l'impact, en tout cas pas l'impact qu'on attendait d'eux. À côté de quelques points de repère, je voulais juste faire une remarque concernant les pays du Sud sur des domaines. Je ne vais pas vous donner les chiffres que j'ai parce que c'est trop lent. Sur ce qui me semble être le plus grand problème dans ce pays, c'est les problèmes de formation, d'enseignement, de recherche et développement, de production d'une manière générale du savoir. Une faiblesse catastrophique. Une faiblesse catastrophique. Quand on compare les chiffres de création de brevets, de publications, enfin j'ai toute la liste, on est effaré. Je pense que si des régimes étaient issus d'un processus démocratique dans ces pays-là, ils devraient donner absolument la priorité à ce domaine, qui est dans le besoin et très fortement. On parle souvent de diplômés sans travail. Moi, le problème que je pose dans ces pays, je connais l'essentiel de ces pays, c'est, et je compare par exemple des pays comme la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, est-ce que les diplômes qu'on délivre, et ça c'est valable pour tous les pays, je ne jette la pierre à aucun pays, est-ce que les diplômes qu'on délivre sont véritablement des diplômes qui permettent l'intégration professionnelle? C'est une question qui se pose. Je m'intéresse par exemple, prends comme exemple par exemple la question de la formation professionnelle. Vous savez que la formation professionnelle demande beaucoup plus de moyens que la formation universitaire. Et c'est probablement cette formation-là qui est nécessaire et dont on a besoin dans le cadre du développement. Je voudrais aborder 3 points et terminer par mes conclusions. 3 points pour battre en brèche des idées reçues. Le premier point. Quelqu'un avait une pancarte à Tunis qui disait « El karama qabl al-khubz » la dignité avant le pain. Cette pancarte bat en brèche le fait que l'on considère que ces soulèvements ne sont liés qu'aux problèmes matériels. Bien sûr, c'est lié à la misère, au problème matériel, au problème d'emploi, mais très souvent, c'est probablement la question de la dignité plus que la question de la faim qui a fait que les gens se soulèvent. Deuxièmement, les soulèvements ont battu en brèche une idée qu'on trouve dans tous les pays du sud de la Méditerranée, souvent des dictatures, c'est l'idée de Zaïm. L'idée de Zaïm, c'est l'idée de
chef suprême, chef incontesté. Je pense que quel que soit ce qui va se passer dans ces pays, c'est une idée qui a été tuée, et c'est une très bonne chose, par les soulèvements. Et enfin, une troisième idée, c'est la perception très souvent répandue et consistant à expliquer les problèmes majeurs des sociétés du Sud, particulièrement les sociétés arabes, en termes de complot de l'extérieur qui perdent leur crédibilité. Je pense que la raison fondamentale de tous les problèmes qui se posent, elle est d'abord à chercher à l'intérieur de ces pays. Et tous les pays des autres régions du monde qui ont eu cette démarche ont trouvé des solutions parce qu'ils ont posé les vrais problèmes. Au moment où je vous parle, donc en mai 2011, le constat est très contrasté. Les soulèvements populaires qui sèment l'espoir d'une évolution de société des pays du Sud, essentiellement des pays arabes, sont suivis de résistances fortes et souvent violentes, des dictatures, mais aussi de toutes les forces qui créent le changement, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et c'est probablement elles, à côté des extrémistes très présents dans ces pays, qui bloqueront le processus qui devait être bloqué. Les violences urbaines sont quotidiennes en Tunisie. Le couvre-feu a été instauré, je ne sais pas s'il a été levé. Les violences entre citoyens de différentes confessions et différentes ethnies sont nombreuses, entre musulmans et chrétiens en Égypte, entre sunnites et chiites dans plusieurs pays arabes. Vous avez entendu les dernières nouvelles, des morts encore au Caire, ça fait 2 jours, un établissement religieux brûlé, etc. Des attentats meurtriers ont lieu en permanence en Irak. On les oublie même en prenant son repas devant les informations. Les chiffres de centaines de personnes qui meurent sous les bombes est extrêmement terrifiant. Et il est terrifiant surtout parce qu'on l'a assimilé et pratiquement on ne l'entend plus. Mais aussi, attentat à Marrakech. L'attentat de Marrakech est très significatif. L'attentat de Marrakech est très significatif. La situation catastrophique en Libye s'enlise malgré l'intervention étrangère. Je ne ferai pas de remarques, je donne simplement un point de vue. Jamais les armes n'ont réglé aucun problème. Même quand on défend les bonnes causes. En tout cas, c'est une situation qui est aujourd'hui catastrophique. En Syrie, malgré le courage des insurgés, le régime en place réprime les massacres à huis clos et bénéficie de l'échec de l'intervention en Libye et de l'enlisement des Américains en Irak et des Occidentaux en Afghanistan. Je suis persuadé que le régime syrien aujourd'hui se dit « je suis tranquille parce que, eu égard à tout ce qui se passe, par ailleurs, il n'y aura que des actions lointaines et externes. » Au Yémen, à Bahreïn et dans toute la région du Golfe, la situation est explosive et les dirigeants d'Arabie Saoudite ne cachent pas leur inquiétude, d'autant que des mouvements internes ont lieu. Récemment, une réunion des monarchies du Golfe a eu lieu suite aux déclarations des dirigeants iraniens qui profitent de la situation et qui peut-être, puisque les véritables premiers soulèvements récents ont eu lieu chez eux, et on peut s'interroger d'ailleurs, comment se fait-il qu'en Iran, les soulèvements n'ont pas donné les mêmes répercussions dans d'autres pays, comme c'est le cas de la Tunisie. C'est vrai que l'Iran n'est pas un pays arabe, mais c'est aussi un pays musulman. Et il a les mêmes caractéristiques que les autres pays, même si ce n'est pas un pays arabe. Il y a probablement une explication à cela, et personne n'a condamné au niveau international, à ma connaissance, l'intervention de l'Arabie Saoudite avec des chars récemment à Bahreïn pour aider le régime en place. On a l'impression de 2 poids, 2 mesures. Malheureusement, c'est ça, le rapport de force entre les faibles et les forts. Pour terminer, 4 propositions sur le thème. La première, concernant les pays de l'Union européenne et particulièrement la France, et les événements des derniers mois nous l'ont montré, il faut absolument, M. Bianco, il faut absolument
une politique, quelle qu'elle soit, mais une politique claire et lisible, transparente de la France, comme c'était le cas à l'époque de De Gaulle, il y avait une politique arabe de la France, et une politique européenne de la France, claire, pas une politique de charité, une politique d'aide, une politique de co-développement. Deuxièmement, je pense qu'il faut absolument relancer l'UPM particulièrement dans le domaine où on a eu des preuves cette soirée, particulièrement vers la société civile. Je pense que beaucoup de choses sont faites. Ceux qui travaillent, comme c'est mon cas sur la Méditerranée, le savent. Énormément de choses sont faites. Beaucoup d'universitaires se rencontrent. Beaucoup de réunions ont lieu. Les collectivités locales, c'est le cas de PACA, a des relations très concrètes avec le pays. Et il faut multiplier. C'est par là, c'est là que se trouvent dans cette société civile les jeunes, avec tous ceux qui croient à la paix. Je pense que un grand pays comme la France, dans sa politique, peut intégrer le développement de ces relations entre les sociétés civiles, qui n'excluent pas évidemment les relations entre États. Troisième et avant-dernière proposition, prévoir une banque du développement, comme c'était le cas pour les pays de l'Est. Ce ne serait pas, de mon point de vue, une banque supplémentaire qui viendrait faire des crédits ou faire des dons ou faire des aides. La proposition, c'est d'aller vers le véritable besoin, et le véritable besoin, c'est le financement du risque. D'avoir une grande banque qui finance les autres banques ou les investisseurs qui les financent sur leur risque, en complément de toutes les organisations qui travaillent dans ce pays en la matière. Dernière proposition, lancer un mouvement pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée probablement va continuer d'exister, proposant de lancer un véritable mouvement pour la Méditerranée. Le mouvement pour la Méditerranée, ce serait un peu à l'instar du mouvement européen qui a précédé la construction européenne, qui date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a beaucoup œuvré pour, à chaque fois que les dirigeants européens baissaient les bras, qui a beaucoup œuvré pour mobiliser, qui continue aujourd'hui à travailler dans ce sens, donc faire en sorte qu'il y ait un grand mouvement pour la Méditerranée. Merci beaucoup.